Les jumeaux sont nés sans pouvoir marcher et le père perdit espoir. Jusqu'au jour où une jeune fille simple franchit le portail du manoir. D'un seul toucher, elle éveilla ce que la médecine avait nié. Et le millionnaire comprit que les miracles portent un visage humble. Selon vous, que va-t-il se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue. Le manoir de marbre blanc se dressait, imposant, au sommet de la colline, tel un monument silencieux au pouvoir et à la richesse. Les colonnes majestueuses et les jardins méticuleusement entretenus étaient la carte de visite de l'un des hommes les plus puissants du pays. Édouard Mercier, 52 ans, avait bâti un empire dans l'industrie pharmaceutique, transformant la petite entreprise héritée de son père en une corporation multinationale. Les hauts murs qui entouraient la propriété à Annecy, région alpine de Haute-Savoie, ne protégeaient pas seulement son patrimoine, mais cachaient aussi une histoire de douleur qu'aucun compte bancaire ne pouvait apaiser. Dans le jardin d'hiver du manoir, où la lumière entrait doucement par les lucarnes de cristal, 2 fauteuils roulants identiques étaient positionnés devant une table d'échecs. Les mouvements précis des petites mains qui déplacèrent les pièces appartenaient à Pierre et Paul, les fils jumeaux d'Édouard. À 8 ans, les garçons étaient le portrait vivant d'un mystère médical qui consumait la vie de leur père. Nés sans la capacité de marcher, les jumeaux avaient été soumis à toutes sortes d'examens, consultations et thérapies que l'argent pouvait acheter. Échecs et maths, annonça Pierre, l'aîné de seulement 2 minutes, avec un sourire timide sur le visage qui rappelait tant celui de sa mère décédée. « Encore ?»« Tu triches !» protesta Paul, croisant les bras avec un soupir exagéré, mais sans réelle vexation. La gouvernante, Madame Bérénice, une dame d'une 60aine d'années, qui travaillait pour la famille Mercier depuis avant la naissance des jumeaux, observait la scène avec un mélange de tendresse et de tristesse. Elle savait, comme peu d'autres, le poids qu'Édouard portait. Après la mort d'Hélène, son épouse, lors de l'accouchement compliqué qui avait mis les garçons au monde, l'homme d'affaires était devenu l'ombre de l'homme vibrant qu'il avait été autrefois. « Les garçons, c'est l'heure du médicament », annonça Madame Bérénice, s'approchant avec un plateau où reposaient 2 verres d'eau et de petits comprimés colorés. Édouard entra dans la pièce à ce moment-là, son costume impeccable contrastant avec les cernes profonds qui marquaient son visage austère. Il observa ses fils prendre leurs médicaments avec la docilité de ceux qui étaient habitués à cette routine quotidienne. « Comment vont mes champions aujourd'hui ?» demanda-t-il, sa voix grave tentant de paraître animée, mais portant le poids de celui qui n'attendait plus de miracle. « Je massacre Paul aux échecs, papa », répondit Pierre avec un enthousiasme rare. « Seulement parce que je te laisse faire », répliqua son frère, provoquant des rires contenus. Édouard s'approcha, ébouriffant les cheveux de ses fils, le seul geste de tendresse qui lui semblait naturel. Les rapports médicaux empilés dans son bureau racontaient toujours la même histoire déconcertante. Il n'y avait aucune cause neurologique, génétique ou traumatique à la paralysie des garçons. Leur corps était anatomiquement parfait, les examens normaux. C'était comme si quelque chose d'invisible, presque surnaturel, les maintenait prisonniers de ces fauteuils depuis leur premier souffle. « Monsieur Mercier », appela Madame Bérénice, interrompant ce bref moment familial. « La nouvelle jardinière est arrivée. Elle attend dans le hall pour l'entretien, comme vous l'avez demandé. » Édouard acquiesça, reprenant sa posture professionnelle. Après la retraite du jardinier qui avait pris soin de la propriété pendant des décennies, il avait besoin de quelqu'un de compétent pour entretenir les jardins qu'Hélène avait tant aimés. « Je serai là dans 1 minute, » répondit-il, ajustant sa cravate. Se tournant vers ses fils, il ajouta « Après, je veux voir ce jeu d'échecs. Peut-être que je défierai le vainqueur. » Dans le vaste hall d'entrée, avec son sol en marbre qui reflétait la lumière naturelle comme un miroir, attendait Marine Dubois, une femme d'une 40aine d'années, les cheveux crépus attachés en un simple chignon, les mains calleuses et le regard déterminé. À ses côtés, à moitié cachée derrière sa mère, se tenait Léa, sa fille de 9 ans. La fillette avait les cheveux noirs tressés en plusieurs petites nattes, décorés de perles colorées et de grands yeux curieux qui semblaient absorber chaque détail de l'environnement luxueux. Édouard entra dans le hall avec une posture droite et un air sérieux qui intimidait les cadres en salle de réunion. Il s'arrêta, visiblement gêné par la présence de l'enfant. « Bonjour, Madame Dubois.
« Je n'ai pas été informé que vous apporteriez de la compagnie pour l'entretien, » dit-il avec la froideur calculée de celui qui était habitué à contrôler chaque aspect de son univers. Marine s'avança, nerveuse, mais conservant sa dignité. « Pardon, monsieur Mercier, je suis mère célibataire, et aujourd'hui c'est samedi, je n'avais personne avec qui laisser ma fille. Je vous assure qu'elle est tranquille et ne causera aucun problème pendant que nous parlerons. » Édouard évalua la situation un instant. En d'autres temps, il aurait mis fin à l'entretien sur le champ. Mais quelque chose dans le regard de la fillette, un mélange de curiosité genuine et d'une sérénité inhabituelle pour son âge, le fit hésiter. « D'accord. Allons à mon bureau. Madame Bérénice peut rester avec la fillette dans le hall d'entrée. » Merci, monsieur, mais... commença Marine hésitante. Léa ne se sent pas à l'aise avec les étrangers. Je vous promets qu'elle restera sagement dans un coin. Édouard céda avec un soupir presque imperceptible. Dans la pièce, pendant qu'ils discutaient des détails du travail, expérience avec les plantes tropicales, connaissance de la fertilisation organique, disponibilité pour travailler les week-ends. Il ne put s'empêcher de remarquer comment la fillette observait tout avec un intérêt particulier. Ce n'était pas le regard ébloui typique de quelqu'un qui est impressionné par le luxe, mais celui de quelqu'un qui semblait voir au-delà des surfaces. L'entretien se déroula efficacement. Marine était clairement qualifiée, ayant travaillé dans un jardin botanique renommé pendant des années, avant de déménager dans la région à la recherche de meilleures opportunités pour sa fille. Le CV était impeccable, les références solides. Édouard décida de l'embaucher, à condition que sa fille n'interfère pas avec le travail. Alors qu'ils finalisaient les détails contractuels, ils furent interrompus par Madame Bérénice, qui entra précipitamment dans le bureau. « Monsieur Édouard, pardonnez-moi, mais les garçons demandent à vous voir. Ils sont inquiets aujourd'hui. » La gouvernante lança un regard significatif à son patron, le genre de regard que des années de cohabitation rendaient éloquent. Les jours inquiets. Des jumeaux impliquaient généralement des cauchemars, des questions sur la mère qu'ils n'avaient pas connue, ou simplement cette mélancolie inexplicable qui les abattait de temps en temps. « Nous ne resterons ici que quelques minutes de plus », répondit Édouard, vérifiant sa montre-bracelet. C'est alors que Léa, qui jusque-là était restée silencieuse, parla pour la première fois. « Ils aiment les histoires ?» lui demanda-t-elle d'une voix douce mais claire. Édouard et Madame Bérénice se tournèrent vers la fillette, surpris. « Comment ?» s'enquit Édouard. « Vos fils. Ils aiment écouter des histoires. » « J'en connais beaucoup. Ma mère dit que j'ai des histoires même dans mes rêves. » Marine semblait mortifiée par l'intrusion de sa fille, mais Édouard, au lieu de l'irritation attendue, ressentit une étrange curiosité. « Oui, ils aiment. » répondit Madame Bérénice, avant qu'Édouard ne puisse réprimander la fillette. « Surtout les histoires d'aventure. » Léa sourit, un sourire lumineux qui semblait illuminer ses yeux sombres. « Je peux leur en raconter, si vous voulez. J'ai une histoire sur un garçon qui a trouvé une porte secrète au fond de la mer. » Léa ne dérangeait pas Monsieur Mercier. C'est averti Marine gênée. Mais l'expression d'Édouard avait changé. Quelque chose dans la simplicité de cette offre, dans la gentillesse enfantine genuine, toucha un endroit caché dans son cœur endurci. « Non, c'est bon, » dit-il, se surprenant lui-même. Puis, se tournant vers Madame Bérénice, « Vous pouvez emmener la fillette rencontrer les garçons. Je finirai ici avec Madame Dubois et je vous rejoindrai. » Madame Bérénice hésita, connaissant la réserve habituelle d'Édouard à laisser des étrangers près de ses enfants. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard ce jour-là. « Êtes-vous sûr, monsieur ?»« Oui, » répondit-il, avec une fermeté qui mit fin à la discussion. Pendant que Léa suivait Madame Bérénice dans les couloirs du manoir, Marine observait Édouard avec un mélange de gratitude et d'appréhension. « Ma fille m'a une façon spéciale avec les gens, » expliqua-t-elle comme pour s'excuser. Parfois, je pense qu'elle arrive à sentir ce que les autres ressentent, même quand ils ne disent rien. Édouard acquiesça simplement, finalisant l'embauche. Une partie de lui voulait rejeter cela, comme des paroles de mère poule, mais une autre partie, peut-être celle qui cherchait encore désespérément des réponses là où la science avait échoué, était curieuse. Dans le jardin d'hiver, Madame Bérénice présenta Léa aux jumeaux, qui observèrent la nouvelle venue avec la réserve typique des enfants, peu habitués à la compagnie de leur père. La gouvernante expliqua brièvement que Léa était la fille de la nouvelle jardinière et,
qu'elle avait une histoire à partager avec eux. « Quel genre d'histoire » demanda Paul, le plus méfiant des deux. « Une histoire vraie » répondit Léa, s'asseyant sur le sol près des fauteuils roulants, comme si c'était l'endroit le plus naturel du monde pour elle. Sur un garçon qui ne pouvait pas marcher sur terre, mais qui a découvert qu'il pouvait nager plus vite que tous les poissons de l'océan. Les yeux des jumeaux s'écarquillèrent avec un intérêt genuin, et même Madame Bérénice, qui se préparait à partir discrètement, s'arrêta pour écouter le début de la narration. « Comment a-t-il découvert cela ?» questionna Pierre, se penchant en avant dans son fauteuil. Léa sourit, puis commença à tisser son histoire avec des mots simples mais pleins de vie. Elle parlait d'un garçon nommé Michel, né sans pouvoir utiliser ses jambes, mais qui rêvait d'explorer le monde. Un jour, emmené par son grand-père à la plage, Michel fut laissé au bord de l'eau, pendant que son grand-père somnolait. Une douce vague le traîna vers la mer et, à sa surprise, au lieu de couler, il découvrit que dans l'eau, ses mouvements étaient libres, puissants, comme s'il avait des ailes au bras et une queue de sirène à la place de ses jambes immobiles. À mesure que Léa narrait, sa voix prenait des nuances, parfois murmurant comme l'écume de la mer, d'autres fois vibrant comme un coquillage qui garde le rugissement des vagues. Ses gestes peignaient le décor invisible, les profondeurs bleues, les bancs de poissons colorés, les trésors cachés, la ville submergée que Michel découvrit. Les jumeaux étaient complètement absorbés, leurs visages habituellement sérieux maintenant animés, les yeux brillants, les bouches entr'ouvertes d'étonnement. Ils ne remarquèrent même pas quand Édouard entra silencieusement dans la pièce, accompagné de Marine. L'homme d'affaires s'arrêta à la porte, atone devant la scène. Ses fils, normalement si réservés, riaient ouvertement tandis que la fillette inconnue représentait avec ses mains le mouvement d'une pieuvre géante que Michel avait affrontée. Et puis, quand la pieuvre était sur le point d'enrouler ses tentacules autour du trésor, continua Léa, Michel se rappela ce que son grand-père disait toujours, « Ce n'est pas la taille du combattant qui compte, mais la taille du courage en lui. » Alors il nagea en cercle de plus en plus vite, créant un tourbillon si puissant que la pieuvre fut étourdie et confuse. Paul frappa dans ses mains, enthousiaste. « Et après, a-t-il réussi à prendre le trésor ?» Léa fit une pause dramatique, regardant directement dans les yeux de chacun des jumeaux avant de répondre. Le trésor n'était pas ce qu'il pensait. Quand il ouvrit le coffre, il n'y avait ni or ni bijoux, mais un miroir magique. Et savez-vous ce que Michel vit dans le miroir? « Quoi ?» demandèrent les jumeaux à l'unisson, totalement impliqués. Il se vit lui-même exactement tel qu'il était, mais ses yeux dans le reflet brillaient d'une lumière qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Et une voix sortit du miroir disant « Le vrai trésor est ici. » Et elle désigna le cœur de Michel. « Ta force n'est pas dans tes jambes, mais dans l'esprit qui n'abandonne jamais. » Édouard sentit un nœud dans la gorge. Cette simple histoire enfantine, d'une certaine manière, semblait s'adresser à lui autant qu'à ses fils. Pour la première fois depuis des années, il se permit de se souvenir d'Hélène sans que la douleur ne soit insupportable. Hélène, qui disait toujours que la vraie richesse se trouvait dans les petites choses que l'argent ne pouvait acheter. Quand Léa eut terminé sa narration, avec Michel retournant à la plage, transformé par la découverte de sa force intérieure, il y eut un moment de silence révérencieux dans le jardin d'hiver. Puis Paul demanda d'une petite voix qui trahissait son espoir, « Cette histoire, peut-elle être réelle? Des gens comme nous peuvent-ils vraiment trouver un endroit où ils sont libres ?» Qu'avant que Léa ne puisse répondre, Édouard s'avança, révélant sa présence. Il s'attendait à voir ses fils se replier sur eux-mêmes, comme ils avaient l'habitude de le faire lorsqu'ils étaient surpris dans des moments de vulnérabilité émotionnelle. Mais à sa surprise, ils gardèrent leur sourire, comme si la magie de l'histoire les protégeait encore. « Papa, ça s'exclama Pierre. Léa raconte les meilleures histoires du monde. Elle peut revenir demain pour en raconter une autre, s'il te plaît. » Édouard regarda la petite narratrice, toujours assise sur le sol avec ses tresses qui se balançaient à chaque mouvement de sa tête expressive. Il y avait quelque chose en elle, une sérénité mêlée d'une intuition qui semblait bien au-delà de ses 9 ans, qui l'intriguait profondément. « La mère de Léa va travailler ici maintenant, » répondit-il, avec une douceur qui fit lever les sourcils de Madame Bérénice de surprise. « Alors oui, je crois qu'elle pourra vous rendre visite de temps en temps, si tel est le désir de tous. » Marine observait la scène avec gratitude et fierté. Sa fille avait toujours eu ce don de se connecter avec les gens, de trouver des mots qui ouvraient des portes invisibles.
Mais elle ne l'avait jamais vu avoir un effet aussi immédiat et profond que sur ces deux garçons clairement assoiffés de quelque chose qui allait au-delà des soins médicaux et des privilèges matériels. « J'ai d'autres histoires », proposa Léa. Regardons maintenant Édouard avec la même franchise qu'elle avait utilisée avec les jumeaux. Des histoires sur des gens qui ont perdu des choses importantes, mais qui ont trouvé d'autres choses qu'ils ne savaient même pas qu'ils cherchaient. Édouard sentit un frisson parcourir son échine. C'était comme si cet enfant pouvait lire les recoins les plus cachés de son âme, les pertes qu'il avait définies, la quête incessante de réponses que la science ne pouvait fournir. « Nous aurons le temps pour d'autres histoires, » dit-il gardant son calme. « Maintenant, je pense que votre mère a besoin de connaître les jardins pour commencer le travail. » Lorsque Marine et Léa se retirèrent, accompagnés par l'un des assistants de la maison qui leur montrerait la propriété, Édouard resta avec ses fils. Pierre et Paul commencèrent à parler simultanément, enthousiastes à l'idée de leur nouvel ami et de ses histoires fantastiques, demandant à pouvoir l'emmener voir leur chambre. Leurs jouets, leurs livres préférés, une chose à la fois, répondit Édouard, surpris par cet enthousiasme soudain. Voyons comment les choses se déroulent. Plus tard, après que les jumeaux eurent été couchés, Édouard trouva Madame Bérénice dans la bibliothèque, organisant les médicaments du lendemain dans les boîtes de rangement. « Je n'ai jamais vu les garçons aussi animés », commenta la gouvernante, sans lever les yeux de sa tâche méticuleuse. Cette fillette a quelque chose de spécial. Et Édouard se servit un doigt de whisky, observant le liquide ambré tourner dans le verre de cristal. « C'est juste le charme de la nouveauté, » répondit-il, essayant de paraître pragmatique. « Cela passera bientôt. » Madame Bérénice le regarda enfin, avec ce regard de celle qui le connaissait depuis qu'il courait encore dans les mêmes couloirs qu'il parcourait maintenant d'un pas lourd d'homme désabusé. « Savez-vous ce que j'ai pensé quand je les ai vus tous les trois ensemble? J'ai pensé à Hélène. Elle disait toujours que le manoir avait besoin de plus de rire, de plus d'histoire, que ce n'est qu'ainsi que cet endroit cesserait d'être seulement une maison pour devenir un foyer. » Édouard but le whisky d'un trait, sentant le liquide lui brûler la gorge, un rappel physique qu'il était toujours vivant, qu'il ressentait toujours des choses, même s'il essayait de le nier. Hélène est partie, Bérénice, et elle a emporté avec elle toute chance de faire de cet endroit un foyer. Que la gouvernante termina d'organiser les comprimés et ferma les boîtes d'un clic décisif. « Je n'en suis pas si sûr, monsieur. Pas après ce que j'ai vu aujourd'hui. » Cette nuit-là, tandis que le manoir s'endormait, Édouard resta éveillé dans son bureau, révisant une fois de plus les dossiers médicaux de ses fils. Pages et pages de terminologie technique. Examens non concluants, diagnostics hésitants. Sur son ordinateur, des dizaines d'emails échangés avec des spécialistes internationaux, tous se terminant par des variations polies de la même conclusion dévastatrice. Nous n'avons trouvé aucune explication médicale à la condition. Nous suggérons un suivi continu et une adaptation à la réalité permanente de la paralysie. Permanente. Le mot qui le hantait depuis 8 ans. La sentence qui refusait à ses fils la chance de courir dans les jardins que leur mère avait tant aimés, d'explorer le monde avec la liberté qui est le droit de tout enfant. Quand il se retira enfin dans sa chambre, épuisé, Édouard rêva d'Hélène. Non pas le cauchemar récurrent de la voir pâle sur la table d'opération, mais un rêve différent. Elle était dans le jardin, riant, les cheveux flottant au vent. « Écoutez, » disait-elle, désignant un endroit parmi les rosiers. « Toto, écoutez ce qu'ils essaient de vous dire. » Il se réveilla avec le premier rayon de soleil, avec une étrange sensation d'attente, un sentiment presque oublié dans sa vie méthodique et dépourvu de surprise. De l'extérieur de sa fenêtre, il pouvait voir Marine déjà travailler dans les jardins, et à ses côtés, Léa, aidant à planter de nouvelles fleurs dans un parterre auparavant négligé. Pendant un instant fugace, Édouard se permit d'imaginer un avenir différent de celui qu'il avait planifié pour lui et pour ses fils. Un avenir où les histoires fantastiques pourraient être plus que de simples distractions, où les mystères auraient des résolutions inattendues, où le mot « no permanent » ne serait pas une sentence finale. Il écarta la pensée d'un geste impatient, reprenant sa routine rigoureuse. Mais quelque chose avait changé. Au fond de son esprit logique et calculateur, une petite graine d'espoir avait été plantée, aussi petite que les graines que Léa enterrait maintenant soigneusement dans le sol fertile du jardin,
mais également chargés du potentiel de croître et de transformer le paysage de leur vie. Les jours qui suivirent, une transformation subtile commença à s'opérer dans le manoir des Mercier. Ce qui n'était auparavant qu'une maison somptueuse, où le silence pesait comme une couverture étouffante sur ses habitants, se remplissait maintenant de petits moments de joie, principalement lorsque Léa rendait visite aux jumeaux après avoir aidé sa mère dans les jardins. Édouard, initialement réticent à permettre cette proximité, fut surpris de constater à quel point ses fils s'épanouissaient en présence de la fillette. Par un après-midi particulièrement chaud de février, alors que l'été frappait la région alpine d'une chaleur inhabituelle, Édouard rentra plus tôt du travail et découvrit une scène insolite dans la tonnelle du jardin principal. Léa, Pierre et Paul étaient concentrés sur un jeu qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Les fauteuils roulants des jumeaux étaient positionnés côte à côte, et Léa, assise sur le sol devant eux, déplaçait de petites pierres colorées sur un plateau improvisé fait de branches et de feuilles. « C'est une carte au trésor », expliqua Paul avec enthousiasme lorsqu'il remarqua la présence de son père. « Léa a inventé ce jeu où nous devons déchiffrer des codes pour trouver des trésors cachés dans le jardin. Et il faut utiliser sa tête, pas ses jambes, pour gagner. » Compléta Pierre, avec une lueur dans les yeux qu'Édouard n'avait pas vue depuis longtemps. S'approchant, Édouard observa le dessin complexe qui formait le plateau. Ce n'était pas seulement un gribouillis enfantin, mais une carte détaillée de la propriété, avec des points de repère clairs, la fontaine aux cygnes, la treille de rose, le petit labyrinthe de buissons qu'Hélène avait dessiné, mais qu'elle n'avait jamais vu achever. « Qui vous a appris à faire des cartes comme ça ?» demanda Édouard, réellement impressionné. Léa leva les yeux, avec cette sérénité déconcertante qui semblait bien au-delà de ses 9 ans. « Personne ne m'a appris, monsieur Mercier. Je vois juste les endroits. Et ensuite, je dessine ce dont je me souviens. Ma mère dit que j'ai une mémoire photographique. » Marine, qui ramassait des outils de jardinage à proximité, s'approcha en entendant son nom. « C'est vrai, » confirma-t-elle. Léa a toujours eu cette capacité spéciale. Elle peut visiter un endroit une seule fois, et ensuite reproduire chaque détail comme si elle voyait une photographie dans son esprit. Édouard acquiesça, intrigué. Il y avait quelque chose chez la fillette. Non seulement son habileté inhabituelle, mais une perception aiguisée, une sensibilité qui semblait capter des choses invisibles aux yeux ordinaires. Ces derniers jours, il l'avait observée discrètement alors qu'elle explorait les jardins avec la même révérence qu'Hélène. Et quel est l'objectif final de ce jeu ? Et s'enquit Édouard, s'accroupissant pour examiner la carte de près. « Trouver le trésor caché du manoir, bien sûr, » répondit Léa avec simplicité. « Chaque vieille maison a des secrets, monsieur Mercier. Ce manoir essaie de raconter son histoire, mais parfois il faut écouter attentivement. » Un frisson parcourut l'échine d'Édouard. Les mots de la fillette faisaient étrangement écho au rêve qu'il avait eu avec Hélène. « Écoutez ce qu'ils essayent de vous dire », avait dit sa défunte épouse dans le rêve. « Papa, tu peux jouer avec nous ?» demanda Paul, sa voix timide trahissant la crainte d'un refus. En d'autres temps, Édouard aurait refusé, invoquant un travail en attente ou une vidéoconférence importante. Mais quelque chose à ce moment-là, peut-être le regard plein d'espoir de ses fils ou peut-être la curiosité de ce que Léa pourrait encore révéler, le fit accepter. Pourquoi pas? J'ai 1 heure de libre avant le dîner. La surprise sur les visages des jumeaux fut presque douloureuse pour Édouard. Combien de fois avait-il refusé ces petits moments à ses fils, toujours convaincu que la solution à leurs problèmes viendrait de médecins renommés, de thérapies coûteuses, de médicaments expérimentaux, jamais de quelque chose d'aussi simple qu'un jeu dans le jardin? Pendant l'heure qui suivit, Édouard se retrouva complètement absorbé dans le monde créé par Léa. Le jeu n'était pas seulement amusant, mais stimulant. Chaque indice menait à un autre, exigeant qu'ils utilisent la logique, la mémoire et l'observation. Et à chaque étape franchie, les yeux des jumeaux brillaient davantage. Le prochain indice se trouve là où le marbre pleure des larmes éternelles. Lut Léa d'un petit parchemin qu'ils avaient trouvé enterré près de la fontaine principale. « La fontaine aux cygnes », s'exclama Pierre immédiatement. Les statues de marbre semblent pleurer quand l'eau s'écoule d'elles. Édouard fut surpris par la perception poétique de son fils. Il n'avait jamais imaginé que Pierre observait le monde de cette façon. Combien d'autres choses sur ses propres fils ignorait-il? Quand ils se dirigèrent vers la fontaine, Édouard poussant le fauteuil de Paul tandis que Léa aidait à guider celui de Pierre sur les chemins de pierre,
une étrange sensation de déjà-vu l'envahit. Quelque chose dans cette scène, dans cette quête enfantine d'un trésor imaginaire, semblait à la fois nouveau et familier. La fontaine aux cygnes était l'une des pièces maîtresses du jardin, conçue personnellement par Hélène. 2 majestueux oiseaux de marbre blanc s'entrelacent au centre, avec de l'eau jaillissant doucement de leur bec, créant un effet qui, en effet, rappelait des larmes éternelles. Ça doit être quelque part à la base de la fontaine, suggéra Édouard se prenant au jeu. Léa secoua la tête négativement. Pas à la base, dans le reflet. La fillette s'approcha du bord de la fontaine, regardant attentivement la surface de l'eau, où l'image des cygnes se reflétait, déformée par les ondulations. Édouard et les jumeaux observaient, confus, jusqu'à ce que Léa pointe un détail au fond de la fontaine. Là, regardez, incrusté dans la mosaïque de carreaux portugais qui formait le fond de la fontaine, presque imperceptible, à moins de regarder directement à travers l'eau cristalline, il y avait un petit symbole gravé, 2 initiales entrelacées, H et E, Hélène et Édouard, murmura Édouard, sentant son cœur s'accélérer. Il n'avait jamais remarqué ce détail auparavant, bien qu'il ait passé d'innombrables fois devant cette fontaine. Comment Hélène avait-elle réussi à lui cacher cette petite surprise? Et plus important encore, comment Léa savait-elle exactement où chercher? « Qu'est-ce que cela signifie pour le jeu ?» demanda Paul, se penchant autant que son fauteuil le permettait pour essayer de mieux voir. « Cela signifie que la prochaine étape est de découvrir ce que les initiales protègent, » répondit Léa, avec la naturalité de quelqu'un qui suit simplement un scénario prévisible. Édouard se sentit étourdi. Il n'était pas possible qu'un jeu d'enfant inventé par Léa ait, par coïncidence, mené à un vrai secret qu'il ignorait lui-même. « À moins que... Léa !» appela-t-il, essayant de garder sa voix calme. « Avez-vous déjà été dans ce jardin auparavant? Peut-être quand vous étiez plus jeune. » La fillette le regarda avec ses yeux profonds et sincères. « Non, monsieur Mercier. Maman et moi avons déménagé à Annecy il y a seulement 3 mois. Avant cela, nous vivions en Normandie. » Alors comment saviez-vous cela? Sir Édouard désigna les initiales cachées. Léa haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Je ne savais pas. C'est la maison qui me l'a dit. » Édouard échangea un regard perplexe avec Marine, qui s'était approchée pour vérifier si tout allait bien. « Elle parle toujours comme ça, » expliqua Marine avec un sourire d'excuse. Depuis toute petite, Léa dit qu'elle peut entendre les lieux, que les choses inanimées parlent avec elle. Le psychologue a dit que ce n'est qu'une imagination très vive, courante chez les enfants sensibles. Édouard acquiesça, essayant de rationaliser ce qu'il venait de voir. Les coïncidences arrivaient, et les enfants avaient en effet une perception différente de la réalité, remarquant souvent des détails que les adultes, dans leur précipitation, laissèrent passer. Rien de surnaturel, juste l'esprit observateur d'une enfant perspicace. « Et que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, décidant de continuer le jeu même avec l'étrange malaise qu'il commençait à ressentir. « Nous devons chercher quelque chose en rapport avec ces initiales, » suggéra Pierre, prenant l'initiative pour la première fois. « Quelque chose que maman vous a laissé, papa. » La mention de sa mère, faite avec tant de naturel, surprit Édouard. Les jumeaux parlèrent rarement d'Hélène, comme s'ils percevaient instinctivement à quel point le sujet était douloureux pour leur père. Mais maintenant, impliqués dans cette étrange chasse au trésor, il semblait qu'une barrière invisible avait été brisée. « Je crois que je sais où chercher, » dit Édouard après un moment de réflexion. « Venez avec moi. » Ils se dirigèrent vers un petit pavillon semi-circulaire à l'arrière du jardin, presque caché par des plantes grimpantes fleuries. C'était l'endroit préféré d'Hélène, où elle lisait, dessinait ses projets paysagers ou simplement contemplait la nature. Édouard avait maintenu l'endroit intact après sa mort, une sorte de sanctuaire qu'il visitait rarement. Entrant, les jumeaux restèrent silencieux, sentant instinctivement l'importance du lieu. Édouard se dirigea vers une petite commode en acajou dans le coin où un vase de fleurs fraîches était toujours présent. Madame Bérénice veillait à ce qu'il n'y ait jamais de manque de fleurs dans cet espace. « Votre mère passait des heures ici », expliqua Édouard, ouvrant le tiroir supérieur de la commode. Elle appelait cet endroit « mon petit paradis ». De l'intérieur du tiroir, il sortit une petite boîte en bois sculpté. Les jumeaux ne l'avaient jamais vue auparavant. « Tiens, qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Paul, les yeux écarquillés de curiosité. « Un cadeau de mariage que j'ai offert à votre mère, »
répondit Édouard, la voix légèrement étranglée. Un coffret à bijoux fait spécialement pour elle. Il ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur, doublé de velours bleu, reposaient quelques bijoux qu'Hélène portait fréquemment. Une paire de boucles d'oreilles en perles, une broche de saphir, une bague de famille. Mais ce n'était pas ce qu'Édouard cherchait. « Quelle heure étrange » murmura-t-il, fronçant les sourcils. « Ça devrait être ici. »« Quoi, monsieur Mercier » demanda Léa, qui observait tout attentivement. « Un médaillon. Un pendentif en or en forme de cœur que j'ai offert à Hélène le jour de notre mariage. Les mêmes initiales que celles de La Fontaine y étaient gravées. Elle ne l'enlevait jamais. Sauf. » Édouard s'arrêta, déglutissant. Hélène portait le médaillon lorsqu'elle entra en travail prématuré. Quand il la vit pour la dernière fois pâle et immobile sur la table d'opération, le médaillon était toujours à son cou. Les médecins avaient dit qu'elle avait été enterrée avec, conformément à son souhait. « Sauf quand ?» insista Pierre, insensible au tumulte émotionnel de son père. « Peu importe, » répondit Édouard rapidement. « Il a dû être rangé ailleurs. Continuons le jeu d'une autre manière. » Mais Léa s'était éloignée du groupe. Elle se tenait près de la fenêtre du pavillon, regardant fixement quelque chose à travers la vitre. « Les roses appellent, » dit-elle d'un ton presque distrait. « Comment ça ?» demanda Édouard s'approchant. Léa désigna la treille de roses blanches qui se trouvait à quelques mètres de distance. « C'est là que nous devons aller maintenant. Les roses gardent des secrets. » Édouard sentit un frisson. Hélène adorait les roses blanches. La treille avait été l'un de ses derniers projets avant de découvrir sa grossesse. C'est là qu'elle s'asseyait pour écrire dans son journal intime, pensa-t-il, se rappelant des images presque oubliées d'Hélène enceinte, sereine sous la canopée de roses, écrivant dans son petit carnet à couverture de cuir. Quand ils arrivèrent à la treille, le soleil commençait déjà à se coucher, peignant le ciel de tons orange et roses qui se reflétaient sur les pétales blancs, leur donnant un éclat presque surnaturel. Marine, préoccupée par l'heure, insista sur le fait qu'elle et Léa devaient rentrer chez elle. « Nous avons dépassé notre heure, monsieur Mercier. Je peux préparer une collation rapide pour les garçons avant de partir, si vous voulez. » Édouard acquiesça, appréciant l'attention, mais il remarqua la déception dans les yeux de ses fils. La chasse au trésor avait été interrompue au moment le plus intrigant. « On peut continuer demain » demanda Pierre, plein d'espoir. « Bien sûr » répondit Léa, souriante. « Le trésor a attendu tout ce temps. Il peut attendre un jour de plus. » Pendant que Marine et Léa s'éloignaient vers la maison principale, Édouard resta dans la treille avec les jumeaux, ressentant une étrange inquiétude. Quelque chose à propos de cet endroit, des mots de Léa, du médaillon disparu, tout se mélangeait dans son esprit comme les pièces d'un puzzle qu'il ne parvenait pas à assembler. « Papa !» appela Paul, le tirant de ses pensées. « Tu penses que maman a vraiment laissé quelque chose de caché pour nous ?» La question posée avec tant d'innocence et d'espoir prit Édouard au dépourvu. Comment expliquer à ses fils que tout cela n'était qu'un jeu imaginaire? Comment dire que la mère qu'il n'avait jamais connue n'avait pas laissé de trésor caché, ni de message secret, juste un vide que rien ne semblait combler? « Votre mère a laissé le plus grand trésor que l'on puisse laisser, » répondit-il finalement, choisissant ses mots avec soin. « Elle vous a laissé tous les deux, et croyez-moi, il n'y a rien au monde de plus précieux pour moi. » Les jumeaux sourirent, mais Édouard perçut que la réponse ne les avait pas entièrement satisfaits. Ils étaient à cet âge où ils commençaient à interroger le monde, à se forger leurs propres opinions. Et clairement, l'arrivée de Léa avait éveillé en eux un nouveau type de curiosité. Sur le passé, sur la mère qu'ils ne connaissaient que par des photographies, sur les mystères que la maison où ils vivaient pourrait cacher. Sur le chemin du retour vers la maison principale, Édouard poussait les fauteuils roulants sur les chemins de pierre, tandis que le ciel s'obscurcissait rapidement. Les lumières automatiques du jardin commencèrent à s'allumer une à une, créant un décor presque magique. « Papa, » dit Pierre soudain, « Léa a dit qu'elle pouvait entendre quand nous étions tristes, même quand nous ne disions rien. » Qu'Édouard ralentit le pas, surpris par l'observation. « Et qu'a-t-elle dit d'autre ?»« Que la tristesse fait un bruit comme la pluie tombant sur un toit en zinc, » répondit Paul, « et que notre maison a beaucoup de pluie à l'intérieur, même quand le ciel est clair. » Édouard ne sut que répondre. La métaphore était étrangement poétique et troublante à la fois. « Elle a aussi dit, » continua Pierre, « qu'elle sentait parfois la présence de maman dans le jardin, surtout près des roses blanches. » Édouard s'arrêta brusquement, sentant son cœur s'emballer.
Léa a dit ça? Quand? Aujourd'hui, pendant que nous jouions, expliqua Paul. Elle a dit que certaines personnes, même après leur départ, laissaient un morceau d'elles-mêmes dans les endroits qu'elles avaient aimés, et que maman s'occupait toujours du jardin et de nous. L'idée était réconfortante et troublante à la fois. Édouard n'était pas un homme religieux ou superstitieux. Il croyait en la science, en des faits prouvables. La mort, pour lui, était définitive, une fin sans retour. Et pourtant, quelque chose dans les mots simples de Léa, transmis maintenant par les lèvres de ses fils, touchait une corde sensible dans son cœur endurci. « Vous croyez à cela ?» demanda-t-il, reprenant le chemin. « Je veux y croire », répondit Pierre après un moment de réflexion. « Ça nous fait nous sentir moins, seuls. » Cette nuit-là, après que les jumeaux eurent été couchés, Édouard retourna seul au jardin. La pleine lune éclairait les chemins, rendant les lumières artificielles inutiles. Il se sentit à nouveau attiré vers la treille de Rose, comme si quelque chose l'appelait. Assis sur le même banc où Hélène s'asseyait habituellement, il ferma les yeux, se permettant, pour la première fois depuis des années, de ressentir pleinement la douleur de la perte. Non pas la douleur aiguë et désespérée des premiers jours, mais une douleur mature, profonde, qui était devenue une partie de lui comme une cicatrice. « Que me dis-tu, Hélène ?» murmura-t-il dans le silence de la nuit. Seul le doux frôlement des feuilles lui répondit. Édouard ouvrit les yeux, et son regard se posa sur un détail qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. L'une des pierres qui formèrent la base de la treille semblait légèrement désalignée des autres. Intrigué, il s'approcha pour mieux l'examiner. La pierre, en effet, était descellée. Avec précaution, Édouard la retira, révélant une petite cavité en dessous. Son cœur faillit s'arrêter quand il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, un petit carnet en cuir, protégé par un sac en plastique scellé, le journal intime d'Hélène. Avec des mains tremblantes, Édouard le retira de sa cachette. Il savait qu'il devait respecter l'intimité de sa femme, même après sa mort, mais quelque chose lui disait qu'Hélène avait caché le journal là exprès, peut-être pour qu'il soit trouvé un jour. Il retourna rapidement à la maison, évitant d'être vu par Madame Bérénice ou tout autre employé. Dans son bureau, il verrouilla la porte et posa le journal sur la table, l'observant comme s'il s'agissait d'un objet sacré ou d'une bombe sur le point d'exploser. Le carnet était en bon état, protégé par l'enveloppe en plastique. Sur la couverture, les initiales d'Hélène étaient gravées en doré, déjà un peu effacées. Édouard hésita, la main planant au-dessus du journal. Serait-ce une violation de l'ouvrir, ou serait-ce une obligation compte tenu de la manière dont il avait été trouvé? Finalement, il prit sa décision. S'il y avait des réponses à trouver sur le passé, sur la mystérieuse condition des jumeaux, sur quoi que ce soit, elles pourraient être là. Hélène avait toujours été observatrice, intuitive. Si quelque chose d'étrange s'était passé pendant sa grossesse, elle l'aurait enregistré. Édouard ouvrit le journal aux dernières pages, supposant quelles seraient les entrées les plus récentes, écrites pendant la gestation. L'écriture élégante et fluide d'Hélène remplit ses yeux, la ramenant un instant, comme si elle était là, lui parlant directement. 15 juin, 7e mois de grossesse. Quelque chose ne va pas. J'ai peur d'en parler à Édouard. Il est si enthousiaste à propos des bébés, si occupé par l'expansion de l'entreprise. Mais ces nausées ne sont pas normales, ni cette faiblesse constante. Le docteur Victor dit que c'est courant dans les grossesses gémellaires. Mais pourquoi ne puis-je plus sentir les bébés bouger comme avant? Ils étaient si actifs au 5e mois. Maintenant, ils bougent à peine. La secrétaire d'Édouard, Christine, a été étonnamment attentive, m'apportant des thés spéciaux qui, selon elle, aideront avec les nausées. Mais après les avoir pris, je me sens encore plus faible. Suis-je paranoïaque? Ou y a-t-il quelque chose que je ne vois pas? Édouard sentit le sang se figer dans ses veines. Christine avait été sa secrétaire pendant près d'une décennie. Une employée exemplaire, toujours dévouée, toujours présente. Après la mort d'Hélène et la naissance des jumeaux, c'était elle qui l'avait aidé à réorganiser l'entreprise, à embaucher des infirmières, à trouver les meilleurs médecins. Il lui faisait implicitement confiance. Il tourna la page, le cœur battant. 20 juin. C'est arrivé à nouveau. Après avoir bu le thé de Christine, j'ai eu des vertiges et j'ai dû m'allonger immédiatement. Quand je me suis réveillé, des heures plus tard, je l'ai trouvée dans ma chambre, organisant mes médicaments. Elle a dit que Bérénice le lui avait demandé, mais quand j'ai interrogé Bérénice plus tard, elle a semblé confuse. Je garde des échantillons d'été dans de petites fioles, si mes soupçons sont corrects.
Non, c'est de la folie. Pourquoi? Christine me ferait-elle du mal? Elle travaille pour Édouard depuis des années. Elle fait pratiquement partie de la famille. Mais je ne peux ignorer ce que je ressens. Les bébés sont si silencieux. Et Édouard est toujours trop occupé pour remarquer quoi que ce soit. Je dois parler à quelqu'un. Peut-être Bérénice. Édouard ne put continuer à lire. La possibilité qui se présentait était trop monstrueuse pour être envisagée. Christine, sa fidèle secrétaire, empoisonnant son épouse enceinte, c'était impensable. Il devait y avoir une autre explication aux soupçons d'Hélène. Stress, hormones de grossesse, imagination exacerbée par l'anxiété d'une première gestation. Mais si c'était vrai, et si le mystère de la paralysie des jumeaux n'était pas un caprice cruel de la nature, mais le résultat d'un empoisonnement délibéré, Édouard eut la nausée. Il avait besoin de respirer. Il rangea soigneusement le journal dans le tiroir de son bureau et le verrouilla. Il devait digérer ce qu'il avait lu, considérer toutes les possibilités avant de tirer des conclusions hâtives ou de faire des accusations. En sortant sur le balcon de sa chambre, Édouard regarda l'étendue sombre du jardin en contrebas. De quelque part au loin, il entendit le son doux d'une musique, probablement la radio d'un des employés qui vivaient sur la propriété. La mélodie, triste et douce à la fois, semblait envelopper le manoir comme un manteau. « Suis-je en train de devenir fou ?» pensa Édouard. « Ou y a-t-il vraiment quelque chose ici que j'ai ignoré toutes ces années ?» L'image de Léa lui vint à l'esprit, ses yeux profonds et sages, ses mots énigmatiques, sa connexion instantanée avec les jumeaux, sa capacité à trouver des secrets cachés comme si la maison lui parlait vraiment. Serait-il possible qu'une enfant de 9 ans ait perçu en quelques jours ce qu'il n'avait pas réussi à voir en 8 longues années? À l'horizon, les premières lumières de l'aube commençaient à s'insinuer, apportant des promesses d'un nouveau jour. Édouard n'avait pas dormi, mais il se sentait étrangement alerte, comme s'il se réveillait d'une longue torpeur. Quelque chose avait changé irrévocablement. Un voile avait été levé. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Édouard ressentit quelque chose de différent du désespoir ou de la résignation. Il ressentit de la détermination. S'il y avait des réponses à trouver, il les trouverait. S'il y avait justice à rendre, il la rendrait. Il le devait à Hélène, il le devait à ses fils. Et, d'une certaine manière, il le devait aussi à la petite Léa, qui avait apporté de la lumière à une maison longtemps plongée dans l'ombre. La matinée suivante apporta une nouvelle énergie au manoir des Mercier. Édouard, après une nuit blanche à relire des passages du journal d'Hélène, décida qu'il était temps d'agir. Si les soupçons de son épouse étaient fondés, et son instinct lui disait que oui, alors ses fils avaient été victimes d'un crime odieux, privés du droit fondamental de marcher en raison de l'obsession maladive de quelqu'un. La simple possibilité faisait bouillir son sang d'indignation. Mais Édouard était avant tout un homme calculateur. Il savait qu'il devait agir avec prudence. Si Christine était réellement coupable, le moindre faux pas pourrait l'alerter, la poussant à détruire d'éventuelles preuves. Et il avait besoin de preuves concrètes, pas seulement des soupçons d'une femme enceinte et potentiellement paranoïaque, aussi aimait-il et respectait-il Hélène. Assis à la table du petit déjeuner, il observait ses fils d'un œil nouveau. Pierre et Paul conversaient animément de leurs projets pour la journée, impatients de l'arrivée de Léa pour continuer la mystérieuse chasse au trésor. Sur leurs visages, Édouard voyait des traits d'Hélène, la forme des yeux, le sourire, discret, la manière dont ils fronçaient les sourcils quand ils étaient concentrés. Et maintenant, il voyait aussi quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de voir, la possibilité qu'ils ne soient pas condamnés à passer leur vie en fauteuil roulant. « Vous n'avez pas bien dormi, monsieur ?» demanda madame Bérénice, posant une tasse de café fort devant lui. Ses yeux expérimentés remarquaient les cernes profonds, la fatigue affichée sur le visage de l'homme qu'elle avait vu grandir. « J'ai eu beaucoup à penser, Bérénice, » répondit Édouard, buvant une gorgée du café chaud. Il hésita un instant, puis décida de faire confiance à la femme qui avait toujours été loyale à la famille. « J'ai trouvé le journal intime d'Hélène hier soir. » Madame Bérénice faillit laisser tomber la carafe de jus qu'elle tenait. « Le journal? Où ça ?» Dans la treille de rose, cachée sous une pierre descellée. La gouvernante parut réellement surprise, mais il y avait aussi autre chose dans ses yeux, du soulagement, de la culpabilité. Édouard ne parvenait pas à déchiffrer. Hélène écrivait toujours dans ce journal,
commenta Madame Bérénice, s'asseyant à table, ce qu'elle faisait rarement en présence du patron. Surtout pendant la grossesse. Elle disait que c'était une façon de parler aux bébés, de leur raconter ce qu'elle ressentait en les attendant. « Saviez-vous qu'elle soupçonnait d'être empoisonnée ?» demanda Édouard directement, gardant la voix basse pour que les jumeaux, absorbés dans leur propre conversation, n'entendent pas. Le choc sur le visage de Bérénice sembla genuine. « Empoisonnée ? Mon Dieu, non, elle ne m'a jamais rien dit de tel, si elle l'avait dit. » Sa voix se brisa. « Si elle l'avait dit, qu'auriez-vous fait ?» Bérénice regarda Édouard avec des yeux embués. « J'aurais tout fait pour la protéger, bien sûr. Vous savez à quel point j'aimais Hélène. C'était comme la fille que je n'ai jamais eue. » Édouard acquiesça, choisissant de croire la vieille gouvernante. Dans le journal, elle mentionne que Christine lui donnait des thés spéciaux, après lesquels elle se sentait plus mal. Et elle parle du docteur Victor qui minimisait toujours ses préoccupations. Bérénice fronça les sourcils, pensive. « Maintenant que vous le mentionnez, je me souviens que Christine apparaissait souvent avec des thés pour Hélène. Elle disait que c'était des recettes de sa grand-mère, bonnes pour les femmes enceintes. J'ai moi-même pensé que c'était trop de gentillesse venant de quelqu'un de toujours si réservé. » Et le docteur Victor, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange chez lui ? Madame Bérénice hésita, comme si elle pesait soigneusement ses mots. Le docteur Victor a toujours été très respecté, avec sa clinique chic et tous ses diplômes. Mais Hélène ne l'aimait pas. Elle disait qu'il vous parlait plus de sa grossesse à vous qu'à elle-même, comme si elle n'était que un réceptacle, pas une personne. Les mots de Bérénice firent qu'Édouard se sentit encore plus mal. C'était vrai. Lui et le docteur Victor discutaient longuement après chaque consultation, généralement dans son bureau, pendant qu'Hélène se reposait. Le médecin le rassurait, expliquant que les préoccupations d'Hélène n'étaient que des anxiétés typiques des primipares. Et lui, plongé dans son travail et confiant dans le professionnalisme de son ami de longue date, acceptait ces explications sans questionner. « J'ai besoin de votre aide, Bérénice, » dit Édouard, prenant une décision soudaine. « Mais ce que je vais vous demander doit rester absolument entre nous. » La gouvernante acquiesça sérieuse. « Vous pouvez compter sur moi, monsieur, j'ai toujours pu. Je veux que vous trouviez des échantillons de tous les médicaments que les garçons prennent régulièrement. Les comprimés, les vitamines, tout. Et je veux aussi que vous essayiez de vous souvenir de tout comportement étrange de Christine après la naissance des jumeaux. » Bérénice écarquilla les yeux, comprenant ce qu'Édouard suggérait. « Vous pensez que... » Jusqu'à aujourd'hui, Édouard baissa encore plus la voix. Car si quelqu'un a empoisonné Hélène pendant la grossesse, affectant le développement neurologique des bébés, il est possible qu'il administre encore quelque chose pour les maintenir. Incapacité. L'idée était si monstrueuse que tous restèrent silencieux pendant quelques secondes, absorbant le poids de cette possibilité. « Je ferai ce que vous me demandez, » dit finalement Bérénice, « et je prierai pour que nous nous trompions. » Le son de la sonnette interrompit la conversation. Marine et Léa étaient arrivées pour une nouvelle journée de travail. Édouard observa par la fenêtre comment les yeux des jumeaux s'illuminèrent en voyant la petite visiteuse entrer dans le jardin. En quelques jours seulement, Léa était devenue une présence essentielle dans la vie des garçons, apportant couleur, rires et espoir là où il n'y avait auparavant que la routine monotone de physiothérapies infructueuses et de médecins aux expressions de pitié professionnelle. « Papa, on peut continuer notre chasse au trésor aujourd'hui ?» demanda Paul tandis qu'Édouard ajustait le col de sa chemise. « Bien sûr que vous le pouvez, » répondit-il, se surprenant lui-même par la spontanéité de sa réponse. « En fait, je pense que je vais participer plus activement à cette quête. Je suis curieux de voir où elle nous mènera. » Les jumeaux échangèrent des regards de surprise et de joie. Il était rare que leur père manifeste de l'intérêt pour leur jeu, encore moins qu'ils promettent d'y participer. Dans le jardin, Léa était déjà absorbée par son rôle de guide de la mystérieuse chasse au trésor. En voyant Édouard s'approcher, elle ouvrit un sourire radieux comme si elle l'attendait déjà. « Bonjour, monsieur Mercier. Nous étions sur le point de reprendre là où nous nous étions arrêtés hier. La treille de rose, vous vous souvenez ?» Édouard sentit un frisson. Comment aurait-il pu oublier? C'est là qu'il avait trouvé le journal intime d'Hélène, la pièce qui commençait à démêler le puzzle de sa vie. « Oui, bien sûr, » répondit-il, essayant de garder sa voix désinvolte. « Mais avant, Léa, j'aimerais savoir,
Comment avez-vous choisi précisément cet endroit pour continuer le jeu hier? La fillette inclina la tête, comme si la question était évidente. Ce n'est pas moi qui ai choisi, monsieur Mercier. C'est la maison. Ou plutôt, c'est la dame qui s'occupe des roses. Édouard sentit le sang se figer dans ses veines. Et quelle dame, Léa? La dame en blanc qui est parfois dans le jardin, répondit Léa naturellement. Elle a les cheveux comme ceux des garçons, et elle sourit comme si elle gardait un secret. Elle m'a montré où regarder dans la fontaine, et ensuite elle m'a dit d'aller à l'endroit des roses. Marine, qui s'approchait avec un plateau de limonade fraîche, parut gênée. Léa a une imagination très vive, monsieur Mercier. Depuis petite, elle invente ses amis imaginaires. Mais Édouard ne pouvait pas écarter les mots de la fillette comme de simples fantaisies. La description était trop précise. Hélène portait réellement souvent du blanc, surtout dans le jardin pour refléter la chaleur. Et cette expression énigmatique, comme si elle gardait un secret, a été si caractéristique d'elle, qu'elle avait été capturée même dans son portrait officiel, qui pendait maintenant au-dessus de la cheminée principale. « Je comprends », répondit Édouard, décidant de ne pas insister davantage sur le sujet. « Continuons notre quête, alors. » Pendant que les jumeaux et Léa reprenaient le jeu, Édouard les accompagnant, Madame Bérénice se consacrait à la tâche qui lui avait été confiée. Dans la chambre des garçons, elle ouvrit l'armoire à pharmacie, une collection impressionnante de flacons, comprimés et suppléments, tous méticuleusement organisés et étiquetés. Certains étaient facilement identifiables, analgésiques courants, vitamines de marque connue, suppléments de calcium, mais il y en avait d'autres, dans des flacons sans étiquette commerciale, avec seulement des étiquettes manuscrites indiquant vitamines spéciales ou suppléments pour le développement musculaire, formule du docteur Victor. Bérénice recueillit des échantillons de chacun, les rangeant dans de petits sacs en plastique qu'elle cacha dans son sac personnel. Pendant qu'elle faisait cela, son esprit travaillait frénétiquement, essayant de se souvenir de détails, de comportements, de tout ce qui pourrait confirmer ou réfuter les soupçons d'Édouard. Christine avait toujours été une figure distante, efficace, presque invisible dans sa discrétion, une secrétaire exécutive de haut niveau typique, vêtue impeccablement, toujours professionnelle. Bérénice n'avait jamais beaucoup pensé à elle. Elles étaient de mondes différents au sein de la même maison. Mais maintenant, en repassant les années, de petits détails commençaient à émerger. L'intérêt inhabituel que Christine manifestait pour les jumeaux, insistant pour visiter le manoir régulièrement après la naissance, apportant toujours des cadeaux, posant toujours des questions sur leur développement. La façon dont elle la trouvait parfois dans la chambre des garçons, soi-disant pour laisser un cadeau ou simplement passer pour voir comment ils allaient. Et plus étrangement, l'insistance d'être présente lorsque le docteur Victor venait pour les consultations mensuelles. À l'époque, Bérénice avait tout attribué à la gentillesse, peut-être à un instinct maternel non réalisé d'une femme célibataire d'âge moyen. Maintenant, sous la nouvelle lumière des soupçons d'Édouard, ses comportements prenaient un ton plus sinistre. Dans le jardin, la chasse au trésor avait mené le groupe vers une zone rarement visitée, un petit bosquet à la limite de la propriété, où Hélène avait prévu de construire une cabane dans les arbres pour ses futurs enfants. « C'est ici », dit Léa, s'arrêtant devant un chêne centenaire. Sa base était partiellement couverte de lierre et de fleurs sauvages. « La prochaine étape de notre voyage. »« Mais il n'y a rien ici !» Jeanne commenta Paul regardant autour de lui. « Le trésor n'est pas toujours visible à l'œil, » répondit Léa avec cette sagesse étrange qui semblait venir de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Parfois, il faut creuser plus profondément. Édouard observait, fasciné, comment la fillette s'agenouillait devant le tronc de l'arbre et commençait à écarter soigneusement le lierre. Ses petits doigts travaillaient avec la précision de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il cherche. « Ici !» s'exclama-t-elle finalement, révélant ce qui semblait être une petite porte sculptée dans le tronc de l'arbre, si bien camouflée qu'il aurait été presque impossible de la remarquer sans savoir exactement où chercher. Édouard s'approcha, incrédule. La porte avait la taille d'une boîte à chaussures, sculptée directement dans le bois du chêne et fermée par un petit loquet métallique. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Pierre, se penchant autant que son fauteuil le permettait. Édouard secoua la tête, réellement surpris. « Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ça auparavant. »« Oh, c'est la porte des fées !» expliqua Léa avec naturel. « La dame des roses m'a dit qu'elle l'avait sculptée elle-même,
pour laisser des cadeaux aux enfants qui viendraient. Édouard sentit un nœud dans la gorge. Hélène avait vraiment mentionné pendant sa grossesse qu'elle voulait créer un jardin enchanté pour ses enfants, avec de petits détails magiques cachés dans la propriété. Il avait trouvé l'idée charmante, mais un peu excentrique, et n'avait jamais imaginé qu'elle avait réellement concrétisé certains de ses plans avant de mourir. Avec des mains légèrement tremblantes, Édouard toucha la petite porte. Le loquet n'était pas fermé. Il suffit d'une légère traction pour que la portillon s'ouvre, révélant une cavité parfaitement sculptée à l'intérieur du tronc. À l'intérieur, protégé par un sac en plastique scellé similaire à celui qui avait protégé le journal intime, il y avait une petite boîte en bois avec les initiales PNP gravées sur le couvercle. « Pierre et Paul », murmura Édouard, sentant l'émotion lui serrer la gorge. « C'est pour vous. » Avec précaution, il tendit la boîte à ses fils qui la regardaient avec un mélange de fascination et de révérence. Paul, toujours le plus impulsif des deux, fut le premier à ouvrir le couvercle. À l'intérieur de la boîte, sur un revêtement de velours bleu, reposaient deux objets identiques. Des bracelets en argent, délicats mais masculins, clairement faits pour des poignets d'enfants. Chacun avait une petite plaque gravée. Sur le premier, on lisait « Quand tu tomberas ». Sur le second, « Je te relèverai ». Édouard ne put retenir ses larmes. Hélène avait préparé ce cadeau pour ses fils avant même de les connaître. Des cadeaux qui parlèrent de chutes et de relèvements, comme si, d'une certaine manière, elle connaissait déjà les défis qu'ils affronteraient. « Je peux ?» demanda Paul, tendant un des bracelets à son père. Édouard comprit le geste et aida chacun des jumeaux à mettre son bracelet. Ils étaient un peu grands pour leurs poignets fins, mais tombaient parfaitement comme des bracelets. « Maman nous a laissé ça ?» demanda Pierre, admirant l'éclat de l'argent sous la lumière filtrée par les feuilles. « Oui !» répondit Édouard, essuyant discrètement ses yeux. « Elle a préparé ses cadeaux quand vous étiez encore dans son ventre. »« Alors elle savait, » dit Paul, touchant les mots gravés du bout des doigts. « Elle savait que nous ne pourrions pas marcher. » L'observation frappa Édouard comme un coup de poing. C'était vrai, les messages des bracelets semblaient prémonitoires. Serait-il possible qu'Hélène ait soupçonné que quelque chose affectait négativement les bébés encore dans l'utérus? Qu'elle ait préparé ces bracelets comme un symbole d'espoir pour l'avenir de ses fils? Elle ne savait pas, intervint Léa, avec cette certitude tranquille qui la caractérisait. Elle savait juste que nous tombons tous un jour, et elle voulait promettre qu'elle serait toujours là pour vous relever, quoi qu'il arrive. Édouard regarda la fillette, impressionné une fois de plus par sa perception. Léa avait raison. Hélène n'aurait pas pu prévoir la paralysie de ses fils, mais elle voulait certainement leur laisser un message de force et de résilience. « Y a-t-il autre chose dans la boîte ?» demanda Édouard, remarquant que le revêtement de velours semblait un peu relevé à l'une des extrémités. Paul fouilla et découvrit un petit compartiment secret sous le velours. « Ah !» L'intérieur, il y avait une clé USB argentée avec les initiales HM, gravée Hélène Mercier. Édouard prit l'appareil, le cœur battant. Qu'Hélène aurait-elle pu y ranger? Plus de preuves sur ses soupçons. Des messages pour ses fils, pour lui. Je crois que pour aujourd'hui, nous avons trouvé suffisamment de trésors, dit-il, rangeant la clé USB dans sa poche. Que diriez-vous de rentrer à la maison et de manger une glace pour fêter ça? La mention de la glace anima les enfants, qui se dirigèrent bientôt vers la maison principale. Édouard poussant les fauteuils roulants sur le chemin maintenant familier. Léa marchait à leur côté, s'arrêtant occasionnellement pour cueillir une fleur ou observer un insecte, mais revenant toujours pour continuer la conversation animée avec les jumeaux qui n'arrêtaient pas d'admirer leur nouveau bracelet. Pendant qu'ils marchaient, Édouard ne pouvait s'empêcher de penser à la clé USB. Qu'Hélène aurait-elle pu y laisser? Et pourquoi la cacher de manière si élaborée, dans un endroit qui aurait pu ne jamais être trouvé? Dans la maison, Madame Bérénice les attendait avec une expression tendue. Dès que les enfants furent distraits par la glace promise, elle s'approcha d'Édouard. « Nous devons parler », murmura-t-elle. « J'ai trouvé quelque chose troublant. » Édouard acquiesça, suivant la gouvernante jusqu'à son bureau. Une fois là, Bérénice ferma la porte et sortit de son sac les petits sacs en plastique contenant les échantillons de médicaments. « La plupart semblent normaux », expliqua-t-elle. « Vitamines courantes, suppléments de calcium, ce genre de choses. Mais ceci... » Elle tint un flacon particulier avec une étiquette manuscrite indiquant « Supplément spécial Dr. VE ». Celui-ci n'est pas enregistré à la pharmacie de la ville.
J'ai appelé là-bas en disant que j'en avais besoin de plus, et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais préparé cette formule. C'est quelque chose que le docteur apporte personnellement. Édouard prit le flacon, examinant les petits comprimés bleu clair à l'intérieur. À quelle fréquence les garçons prennent-ils ça? Tous les jours, matin et soir. Le docteur Victor insiste sur le fait que c'est essentiel pour leur équilibre neurologique, quoi que cela signifie. Édouard ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la colère qui montait en lui. « J'ai un ami chimiste, professeur à l'université. Je vais lui demander d'analyser ces comprimés d'urgence et discrètement. » Avant que Bérénice ne puisse répondre, le téléphone d'Édouard sonna. C'était son assistante au bureau, avec une nouvelle qui fit geler son sang. Christine avait demandé l'accès à son ordinateur personnel à l'entreprise, alléguant avoir besoin de certains fichiers pour une réunion importante, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a compris, murmura Édouard, raccrochant le téléphone. D'une manière ou d'une autre, elle a compris que nous enquêtons. Comment cela serait-il possible? Demanda Bérénice pâle. Édouard réfléchit un instant. Peut-être qu'elle a des caméras dans la maison, ou peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui l'informe. Je ne sais pas, mais nous devons agir vite. À ce moment-là, comme conjurée par ses pensées sombres, la sonnette retentit. Madame Bérénice jeta un coup d'œil par la fenêtre du bureau et pâlit encore plus. « C'est elle, » dit-elle d'une voix tremblante. « Christine est ici, et elle n'est pas seule. » Édouard s'approcha de la fenêtre. Sur l'allée, une voiture élégante était garée. Christine, impeccable dans son tailleur exécutif, conversait avec un homme d'âge moyen qu'Édouard connaissait trop bien, le docteur Victor. Ils ne viennent jamais ensemble, observa Bérénice, sa voix basse trahissant sa nervosité. En 8 ans, je ne les ai jamais vus arriver ensemble. Édouard prit une décision rapide. Allez voir les garçons. Ne les laissez pas seuls une seconde. Et demandez à Marine de garder Léa près d'elle aussi. Que comptez-vous faire? Édouard sentit le poids de la clé USB dans sa poche, la promesse de réponse qu'elle pourrait contenir. Je vais gagner du temps et découvrir la vérité coûte que coûte. Édouard sentit le poids du monde sur ses épaules alors qu'il marchait pour accueillir les visiteurs inattendus. Son visage, cependant, ne trahissait aucune des émotions tumultueuses qu'il ressentait. Des années à négocier avec des cadres impitoyables et des investisseurs sans scrupules lui avaient appris l'art de la dissimulation. Et jamais cette compétence n'avait été aussi nécessaire qu'à présent. « Christine, docteur Victor », salua-t-il avec un sourire calculé, ouvrant la porte principale. « Quelle agréable surprise! Je ne vous attendais pas aujourd'hui. » Christine, une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris impeccablement tirés en un chignon sévère et les yeux d'un bleu glacial, sourit avec une fausseté égale. « Mais Édouard, mon cher, nous passions par là et avons décidé de faire une visite rapide. Victor voulait vérifier comment les garçons réagissent à la nouvelle médication. » Et Édouard remarqua la familiarité avec laquelle elle traitait le médecin. Non pas docteur Victor, mais simplement Victor. Un petit lapsus qui confirmait une intimité plus grande qu'il n'avait jamais montrée publiquement. « Bien sûr, entrez. » répondit-il, leur faisant signe de passer. « Les garçons mangent de la glace avec la fille de la nouvelle jardinière. Ils seront heureux de vous voir. » Une ombre d'irritation traversa le visage de Christine en entendant parler de Léa. « Ah oui, la nouvelle jardinière. J'ai entendu dire qu'elle avait une fille assez particulière. »« Assez particulier est une bonne description. » acquiesça Édouard tout en les conduisant dans le hall. « Léa a une façon spéciale avec les garçons. Elle a apporté une joie que nous n'avions pas vue dans cette maison depuis longtemps. » Le docteur Victor s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes à monture fine sur son nez aquilin. « Attention aux attentes exagérées, Édouard. Les enfants comme Pierre et Paul ont besoin de routine et de prévisibilité. Les nouvelles amitiés sont positives, mais ne doivent pas interférer avec le régime thérapeutique que nous avons établi. » Édouard eut besoin de tout son sang-froid pour ne pas réagir à la mention du régime thérapeutique. Le régime qui, il le soupçonnait maintenant, maintenait ses fils artificiellement paralysés. « Bien sûr, docteur. Nous ne négligerions jamais les traitements que vous avez prescrits. » Dans le salon, Pierre et Paul finissèrent leur glace, tandis que Léa racontait une de ses histoires élaborées. Madame Bérénice était présente, assise discrètement dans un coin, son regard vigilant ne quittant jamais les enfants. En voyant le médecin et la secrétaire, les jumeaux eurent des réactions étonnamment distinctes. Pierre sembla se replier légèrement,
tandis que Paul força un sourire poli. « Docteur Victor », s'exclama Paul, « regardez ce que nous avons trouvé aujourd'hui. » Le garçon leva son poignet, montrant le bracelet en argent. C'était de notre mère pour nous. Édouard observa attentivement les réactions de Christine et du médecin. Pendant une seconde, si brève qu'elle passa presque inaperçue, ils échangèrent un regard alarmé. « C'est magnifique », commenta Christine, se reprenant rapidement. « Où avez-vous trouvé ces précieuses ?»« C'est Léa qui les a trouvées. »« répondit Pierre, désignant son ami. « Elle nous a emmenés jusqu'à un arbre magique dans le jardin. » Tous les regards se tournèrent vers la fillette, qui restait assise calmement, observant les nouveaux venus avec ses yeux pénétrants. Il y avait quelque chose dans sa posture, une tranquillité presque surnaturelle, qui semblait défier la tension croissante dans l'environnement. « Vous devez être Léa », dit le docteur Victor, s'approchant de la fillette avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis le médecin des garçons. Je suis curieux de savoir comment vous avez découvert cette cachette. Je connais cette propriété depuis des années et je n'ai jamais entendu parler d'un arbre magique. » Léa soutint le regard du médecin sans hésitation. « La dame des roses m'a montré le chemin, » répondit-elle simplement. « La dame des roses ?» Qu'a questionna Christine, son ton oscillant entre scepticisme et appréhension. « Oui, » confirma Léa, leur mère. « Elle a une robe blanche, et elle est toujours dans le jardin, s'occupant des fleurs et observant les garçons par la fenêtre. » Et Édouard vit le visage de Christine pâlir, tandis que le docteur Victor s'éclaircissait la gorge nerveusement. « Quelle imagination fertile !» se commenta le médecin forçant un rire. « Édouard, pouvons-nous parler en privé? J'ai apporté les résultats des derniers examens des garçons. »« Bien sûr » acquiesça Édouard. « Bérénice, pourriez-vous emmener les enfants dans le jardin d'hiver? Peut-être que Léa pourrait leur raconter une autre de ces histoires pendant que nous parlons. » Dès que les enfants furent partis, accompagnés par la gouvernante, l'atmosphère dans la pièce changea radicalement. La fausse cordialité fit place à une tension palpable. Avant de discuter des examens, commença Édouard désignant le canapé pour qu'il s'asseye, « j'aimerais comprendre quelque chose. Pourquoi semblez-vous si gêné par un simple bracelet en argent ?» Christine ajusta sa posture, son regard se durcissant. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Édouard. Nous sommes simplement surpris de voir un objet qui appartenait à Hélène. Nous savons tous à quel point vous avez évité de garder des souvenirs d'elle en vue après sa mort. » « Observation intéressante, » répondit Édouard, gardant sa voix contrôlée. « Surtout parce que je n'ai jamais mentionné que les bracelets appartenaient à Hélène. J'ai seulement dit qu'ils étaient d'elle pour les garçons. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Le docteur Victor fut le premier à le briser, son ton maintenant plus prudent. « Édouard, je comprends que vous soyez émotionnellement affecté par ces découvertes récentes, mais nous ne pouvons pas perdre de vue ce qui compte vraiment, la santé des garçons. J'ai apporté un nouveau médicament qui pourrait aider avec ces spasmes musculaires que nous avons mentionnés lors de la dernière consultation. » Édouard observa le petit flacon de comprimé bleu que le médecin sortit de sa poche, identiques à ceux que Madame Bérénice avait identifiés comme suspects. « Vous savez, docteur Victor, il est curieux que vous mentionniez des spasmes musculaires. Je ne me souviens pas en avoir discuté avec vous récemment. En fait, j'ai observé attentivement les garçons ces dernières semaines et je n'ai remarqué aucun spasme. » Le médecin échangea un autre regard rapide avec Christine. « Peut-être, ne l'avez-vous pas remarqué, mais mon examen clinique l'a détecté. C'est une condition subtile, mais qui nécessite un traitement préventif. »« Préventif », répéta Édouard, laissant le mot planer dans l'air comme une accusation silencieuse. Puis, changeant brusquement de tactique, il sortit la clé USB de sa poche. « Nous l'avons trouvée avec les bracelets. Je n'ai pas encore eu la chance d'en vérifier le contenu. Peut-être devrions-nous le faire maintenant, ensemble. » La réaction fut immédiate et révélatrice. Christine se leva brusquement, son masque de calme professionnel s'effondrant complètement. « Édouard, je crois que cette conversation prend un tournant improductif. Peut-être devrions-nous revenir un autre jour, quand vous serez plus rationnel. » Pourquoi cette hâte, Christine? Y a-t-il quelque chose dans cette clé USB que vous ne voulez pas que je voie? Le docteur, Victor se leva également, posant une main sur le bras de Christine dans un geste qui se voulait rassurant, mais trahissait une intimité. « Édouard, en tant qu'ami et médecin de la famille, je suis inquiet.
Vous semblez être sous un stress énorme. Peut-être devrions-nous envisager une consultation avec un de mes collègues, spécialiste en... » « Ne terminez pas cette phrase, » interrompit Édouard, sa voix coupante comme de l'acier. « N'osez pas suggérer que je suis mentalement instable parce que je pose des questions légitimes sur la santé de mes enfants. » Se levant, Édouard se dirigea vers son ordinateur portable sur la table près de la fenêtre. Il inséra la clé USB avec des gestes délibérément lents, gardant les yeux fixés sur ses visiteurs. La tension dans l'air était presque palpable tandis que l'ordinateur traitait l'appareil. Ce qui apparut à l'écran fit retenir son souffle à Édouard. Ce n'étaient pas des documents textes comme il s'y attendait, mais des vidéos, des dizaines d'entre elles, organisées par date. La plus ancienne datait d'il y a 8 ans, la période de la grossesse d'Hélène. Édouard cliqua sur le premier fichier. L'image d'Hélène apparut, assise dans la même treille où il avait trouvé son journal intime. Son ventre proéminent indiquait un stade avancé de la grossesse. Elle regardait directement la caméra, son visage un mélange de détermination et de peur. « Si vous voyez ceci, Édouard, » commença-t-elle, sa voix apportant une vague d'émotion qui faillit faire vaciller Édouard, « cela signifie que mes soupçons étaient fondés. Quelque chose ne va pas, très mal. » Hélène poursuivit, en détaillant ses observations, comment elle avait commencé à se sentir étrangement faible après les consultations avec le docteur. Victor, comment les mouvements des bébés auparavant vigoureux avait diminué drastiquement. Comment elle avait trouvé Christine fouillant dans ses médicaments quand elle pensait ne pas être observée. « Je n'ai pas de preuves concrètes, » continuait Hélène dans la vidéo. « Juste des coïncidences et de l'instinct. Mais je connais Christine depuis des années, Édouard. J'ai vu comment elle vous regarde quand elle pense que personne ne la remarque. Et récemment, j'ai remarqué quelque chose de plus sinistre, la façon dont elle parle des bébés, comme s'ils étaient. J'ai un inconvénient. » Édouard mit la vidéo en pause, incapable de continuer à regarder en présence de ceux que son épouse désignait comme de possibles conspirateurs. En regardant Christine, il vit que le masque était tombé complètement. Son visage, normalement composé et professionnel, était déformé par une expression de fureur et de désespoir. « Elle a toujours été paranoïaque, » cracha Christine, abandonnant toute prétention d'innocence. « Toujours à imaginer des choses, à inventer des histoires. Allez-vous vraiment croire aux fantaisies d'une femme hormonalement instable ?»« Hélène n'a jamais été paranoïaque, » répondit Édouard, sa voix dangereusement calme. « Elle était observatrice, intuitive, des qualités que moi, dans mon arrogance et ma distraction, j'ai négligé d'apprécier à leur juste valeur. » Le docteur Victor, voyant que la situation se détériorait rapidement, tenta de reprendre un certain contrôle. « Édouard, je sais que cela semble grave, mais il y a des explications médicales légitimes à tout cela. La condition des garçons est réelle, croyez-moi. »« C'est vraiment ?» questionna Édouard. « Alors vous ne vous opposerez pas à ce que je fasse analyser ces comprimés spéciaux de manière indépendante, n'est-ce pas? Ou à ce que nous demandions un deuxième avis sur la paralysie des jumeaux. Le médecin pâlit visiblement. Ce serait inutile et potentiellement perturbant pour les garçons. »« Ce qui serait perturbant, » intervint une nouvelle voix, c'est de découvrir qu'ils ont été victimes d'empoisonnement systématique depuis avant la naissance. Tous se tournèrent pour voir Marine arrêtée à l'entrée de la pièce, tenant un téléphone portable. À ses côtés se tenait un homme en costume qu'Édouard reconnut comme le détective privé qu'il avait discrètement engagé quelques jours auparavant, juste après avoir trouvé le journal intime. « Nous avons tout enregistré », informa le détective, montrant le téléphone portable. « Vos réactions à la clé USB, les quasi-confessions. Ajoutés aux échantillons de médicaments que M. Mercier a déjà envoyés pour analyse, nous avons suffisamment pour ouvrir une enquête formelle. » Christine, réalisant qu'elle était acculée, abandonna toute prétention de calme. « Vous ne comprenez pas, Édouard, elle n'a jamais été assez bien pour vous. Une paysagiste amatrice, sans raffinement, sans ambition. J'ai été à vos côtés pendant 15 ans. Nous avons construit l'empire pharmaceutique ensemble, alors qu'elle ne voulait que planter des fleurs et avoir des bébés. » La vérité brutale de l'obsession de Christine se révélait enfin dans toute sa perversité. Édouard ressentit un mélange de dégoût et de pitié pour la femme qu'il avait un jour considérée comme une alliée indispensable. « Et les garçons ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Quel mal vous ont-ils fait pour mériter cela ?» Ce fut le docteur Victor qui répondit, son ton clinique même dans la confession,
Ce n'était censé être que temporaire. Nous avons administré des doses contrôlées d'un relaxant musculaire expérimental pendant la grossesse, juste assez pour créer une apparente condition neurologique chez les fœtus sans causer d'autres dommages. L'idée était qu'Hélène, dévastée par la condition des bébés, s'éloigne pour un traitement prolongé. Christine prendrait les soins en charge, deviendrait indispensable, et finalement remplacerait mon épouse, compléta Édouard, la compréhension de la profondeur de la trahison s'abattant sur lui comme une avalanche. Mais Hélène est morte en couche, une complication imprévue. Un résultat tragique et non intentionnel, tenta d'argumenter le médecin. Après cela, nous ne pouvions pas simplement inverser la condition des garçons. Cela aurait éveillé des soupçons. Alors nous avons continué le traitement, en maintenant des doses minimales juste pour préserver le statu quo. Et vous aviez l'intention de faire cela combien de temps ? Questionna Édouard, la colère maintenant à peine contenue. Pour toujours ? Christine, réalisant qu'il n'y avait plus d'échappatoire, regarda Édouard avec un mélange troublant de dévotion et de haine. Je voulais juste que vous me voyiez, Édouard. Que vous me voyiez vraiment. Le détective fit un geste discret et 2 policiers qui attendaient dans le couloir entrèrent dans la pièce. Christine Alves et Dr Victor Menezes, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, homicide involontaire, falsification de médicaments et mauvais traitement sur mineurs. Vous avez le droit de garder le silence. Pendant que les policiers emmenèrent les détenus, Édouard resta immobile, absorbant tout ce qu'il venait de découvrir. L'ampleur de la trahison, la cruauté calculée, la perte irréparable de 8 années de la vie de ses fils, tout cela pesait sur lui comme une dalle. « Monsieur Mercier !» La voix douce de Léa le ramena à la réalité. La fillette se tenait à la porte, l'observant avec ses yeux sages. « Tout va bien, Léa », assura Édouard, essayant de sourire. « Juste des affaires d'adultes. »« Les gentils ont gagné », demanda-t-elle, avec la simplicité directe des enfants. Édouard acquiesça, sentant une étrange légèreté au milieu de la tempête émotionnelle. « Oui, Léa, les gentils ont gagné. » La dame des roses sourit, commenta la fillette, regardant un point vide près de la fenêtre. Elle dit que maintenant les garçons peuvent voler. Édouard sentit un frisson parcourir son échine. En d'autres temps, il aurait écarté de tels mots comme de l'imagination enfantine. Mais maintenant, après tout ce qu'il avait vécu ces derniers jours, il était plus ouvert à des possibilités qu'il aurait auparavant considérées comme absurdes. « Où sont Pierre et Paul ?» demanda-t-il, réalisant qu'il devait être avec ses fils à ce moment crucial. « Dans le jardin avec maman et madame Bérénice. » Il pose des questions sur le médecin et la dame en colère. Édouard soupira, réalisant le défi que ce serait d'expliquer tout cela à des enfants de 8 ans. « Je vais leur parler. » Dans le jardin, il trouva les jumeaux anxieux et curieux. Avec Marine, Bérénice et Léa présentes, Édouard s'assit sur un banc de pierre et, avec des mots soigneusement choisis, expliqua que le docteur Victor avait commis une grave erreur dans leur traitement, une erreur qui les avait empêchés de marcher tout ce temps. « Alors, nous ne sommes pas nés comme ça ?» demanda Pierre, ses yeux écarquillés d'espoir et de confusion. « Non, mon fils, » répondit Édouard, luttant contre les larmes. « Vous êtes né parfaitement sain. Et maintenant, nous allons trouver de très bons médecins pour vous aider à récupérer ce qui vous a été enlevé. » Paul, toujours le plus pragmatique des deux, posa la question qui était dans l'esprit de tous. « Papa, ça veut dire qu'un jour nous pourrons marcher ?» Édouard regarda ses fils les bracelets qui ornaient maintenant leurs poignets fins. « Quand tu tomberas, je te relèverai. » Et ressentit une certitude qui transcendait la logique et la science. « Oui, Paul, un jour vous marcherez. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, ni combien d'efforts seront nécessaires, mais je promets que nous ferons tout ce qu'il faut. » Bam! Les mois qui suivirent furent des montagnes russes d'émotions et de défis. La presse découvrit rapidement le scandale. Le puissant homme d'affaires pharmaceutique, dont la secrétaire et le médecin de confiance avaient empoisonné son épouse enceinte, et par la suite, ses enfants. Le procès attira l'attention nationale, Christine et le docteur Victor étant finalement condamnés à de longues peines de prison. Mais pour Édouard et les jumeaux, le véritable voyage ne faisait que commencer. Une équipe de spécialistes en neurologie et en physiothérapie fut réunie, incluant des professionnels internationaux expérimentés dans les cas d'atrophie musculaire prolongée. Le diagnostic initial fut prudemment optimiste. Bien que les muscles des garçons aient été sévèrement atrophiés,
Après 8 ans d'inactivité forcée, il n'y avait pas de dommages neurologiques permanents. Avec la suspension complète des médicaments saboteurs, une physiothérapie intensive et éventuellement des chirurgies correctives, il y avait de réelles chances de récupération. Le processus serait long, douloureux et sans garantie. Mais pour la première fois en 8 ans, il y avait de l'espoir. Marine et Léa devinrent des présences constantes au manoir, qui perdait peu à peu son aura de mausolée silencieux pour se transformer en un véritable foyer. Édouard, autrefois si consumé par le travail et la culpabilité, réorganisa complètement ses priorités. L'entreprise était désormais gérée par des cadres de confiance, tandis qu'il consacrait son temps à ses fils et à la fondation qu'il avait créée pour aider les victimes de négligence médicale. Léa continua à jouer un rôle spécial dans la récupération des jumeaux. Ses histoires accompagnaient désormais chaque séance de physiothérapie, transformant des exercices douloureux en aventures imaginaires où des guerriers courageux surmontaient des obstacles impossibles. Et d'une certaine manière, ces récits fantastiques semblaient faire une réelle différence dans les progrès physiques des garçons. « Elle a un don », a commenté un jour la physiothérapeute principale, après une séance particulièrement difficile où Pierre, inspiré par une histoire de Léa, sur un garçon qui escaladait des montagnes, avec des cordes faites d'étoiles, avait réussi à se tenir debout, appuyé sur les barres parallèles, pendant près d'1 minute, un record personnel. La façon dont elle les motive, dont elle transforme la douleur en détermination, on n'apprend pas ça à l'université. 6 mois après le début du traitement intensif, vint le moment qui resterait à jamais gravé dans la mémoire d'Édouard. C'était un après-midi de printemps, le jardin explosant de couleurs et de parfums qui rappelait l'époque où Hélène s'occupait personnellement de chaque parterre. Les jumeaux étaient dans la tonnelle, avec Léa entre eux, tous absorbés par un jeu inventé par la fillette. Édouard observait à distance, leur permettant ce moment de normalité enfantine, quand il vit quelque chose qui fit presque s'arrêter son cœur. Paul, apparemment déterminé à atteindre quelque chose hors de portée de son fauteuil, posa ses mains sur les accoudoirs et, avec un effort visible, se propulsa vers le haut. Pendant 1 seconde, brève, mais sans équivoque, il se tint debout, seul, sans soutien. Ce ne fut qu'un instant avant que ses jambes fragiles ne cèdent et qu'il ne retombe dans son fauteuil, riant de sa propre audace. Mais cette seconde contenait une éternité de possibilités. Édouard courut vers eux, les larmes aux yeux. « Ah, tu as vu ça, papa » cria Paul exultant. « Ah, je me suis tenu debout, tout seul. »« Oui, champion » répondit Édouard, serrant son fils fort. « Oui. » Pierre, ne voulant pas être en reste, annonça déterminé. « Demain, ce sera mon tour. Je me lèverai aussi. » Léa observait la scène avec un sourire serein. « La Dame des Roses a dit que vous êtes plus fort que le poison, que vos jambes ne faisaient que dormir, attendant le bon moment pour se réveiller. » Cette nuit-là, après que les garçons eurent finalement dormi, épuisés mais heureux des progrès de la journée, Édouard se promena seul dans le jardin. La pleine lune éclairait les chemins, donnant aux roses blanches un éclat presque éthéré. Dans la treille, il s'assit sur le même banc où Hélène s'asseyait habituellement. L'endroit où elle avait caché son journal intime, où elle avait enregistré les vidéos qui avaient finalement exposé la vérité. Pendant un instant, il se permit de ressentir pleinement la perte, non seulement de la femme qu'il avait aimée, mais des années que ses fils ne retrouveraient jamais. « Je suis désolé, Hélène, » murmura-t-il dans le silence de la nuit. « Je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait, de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Une brise douce agita les roses, apportant leur parfum jusqu'à lui. Pendant un instant, peut-être fruit de l'imagination, peut-être quelque chose de plus, Édouard eut l'impression de sentir une présence familière à ses côtés, un contact fantomatique sur son épaule. « Monsieur Mercier ?» La voix de Léa le surprit. La fillette se tenait à l'entrée de la treille, encore habillée, comme si elle n'arrivait pas non plus à dormir. « Léa, il est tard. Tu ne devrais pas être au lit ?» Elle s'approcha, s'asseyant à ses côtés sur le banc. « La Dame des Roses m'a demandé de venir. Elle a dit que vous aviez besoin d'entendre quelque chose d'important. » Édouard sourit tristement. En d'autres temps, il aurait réprimandé la fillette pour avoir nourri une telle fantaisie. Maintenant, il demanda simplement « Et que veut-elle que je sache ?»« Que ce n'était pas votre faute, » répondit Léa, le regardant avec intensité, « que vous ne pouviez pas savoir. » Qu'elle a essayé de protéger les bébés jusqu'à la fin, en gardant des preuves qui révéleraient un jour la vérité, et qu'elle est heureuse parce que maintenant vous avez enfin retrouvé le chemin de la lumière.
Les mots, si simples et directs, frappèrent Édouard avec une force dévastatrice. La culpabilité qu'il avait portée pendant tant d'années, le poids écrasant de ne pas avoir perçu, de ne pas avoir protégé, commença à se dissoudre lentement, comme la brume sous le soleil du matin. Elle a aussi dit, continua Léa, que l'histoire n'est pas encore finie, que ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Édouard acquiesça, comprenant la profonde vérité de ces mots. Le chemin de la récupération des jumeaux serait long et incertain. Il y aurait des jours difficiles à venir, des reculs, des moments de désespoir. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait pas une sentence, mais une promesse. « Merci, Léa, » dit-il finalement, « pour tout ce que vous avez fait pour cette famille. » La fillette sourit, ce sourire lumineux qui semblait éclairer tout le jardin. « Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose, monsieur Mercier. Et j'ai juste aidé tout le monde à écouter ce qui était déjà dit. » 1 an plus tard, pour le 10e anniversaire des jumeaux, le manoir Mercier était presque méconnaissable. Les hauts murs qui l'isolaient auparavant avaient été partiellement remplacés par des haies fleuries. Le jardin, auparavant rigidement géométrique, avait maintenant des parterres plus libres, organiques, pleins de vie et de couleurs. Et la maison elle-même semblait respirer, avec des fenêtres toujours ouvertes, laissant entrer la brise et la lumière. Pour la célébration, Édouard avait invité non seulement sa famille et ses amis proches, mais aussi toute l'équipe médicale qui avait accompagné l'extraordinaire récupération des garçons et les familles d'autres enfants que la Fondation Hélène Mercier avait aidés au cours de la dernière année. Le moment le plus attendu de la fête arriva lorsque les portes principales s'ouvrirent et que Pierre et Paul apparurent côte à côte, non pas en fauteuil roulant, mais appuyés sur des cannes colorées spécialement conçues pour eux. D'un pas lent mais déterminé, ils traversèrent le salon jusqu'à la table du gâteau, sous les applaudissements émus de toutes les personnes présentes. Ce n'était pas une récupération totale. Les médecins avaient été clairs sur le fait que le chemin serait long, avec des limitations permanentes possibles. Mais c'était un miracle de l'effort, qu'humain de la science et de quelque chose de plus, quelque chose qui transcendait les explications rationnelles. Édouard observait ses fils avec un cœur débordant de fierté. À ses côtés, Marine, maintenant non seulement jardinière mais compagne de vie, lui serra la main discrètement. Et Léa, qui à 10 ans démontrait déjà un talent extraordinaire pour raconter des histoires, restait près des jumeaux, comme elle le faisait toujours dans les moments importants. Quand vint l'heure de souffler les bougies, Pierre demanda le silence et, d'une voix émue, dit « Avant de faire notre vœu, nous voulons remercier Papa de ne jamais avoir abandonné, les médecins de nous avoir aidés à redécouvrir nos corps, Léa de nous avoir montré que les histoires les plus fantastiques sont parfois vraies. » Il fit une pause, regardant son frère qui acquiesça en accord silencieux. Et maman, où qu'elle soit, d'avoir laissé des indices qui nous ont libérés. Il n'y avait pas un œil sec dans le salon lorsque les jumeaux soufflèrent ensemble les bougies, tandis que le dernier rayon de soleil couchant traversait les vitraux, peignant l'ambiance de couleurs kaléidoscopiques. Plus tard, quand la plupart des invités étaient déjà partis, Édouard trouva les trois, Pierre, Paul et Léa, dans le jardin, près de la treille des roses. Ils étaient calmes, observant le ciel qui commençait à se parsemer d'étoiles. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, s'approchant. Paul sourit, ce sourire qui rappelait tant Hélène. « Nous allons très bien, papa. Juste, nous ressentons tout. La Dame des Roses était avec nous tout le temps à la fête. » commenta Léa nonchalamment, ajustant une des petites tresses qui s'étaient défaites. Elle semblait aussi heureuse que tout le monde. Édouard ne questionnait plus ces observations de Léa. Il avait appris que certaines vérités existent au-delà de ce que nous pouvons voir ou prouver. « Tu sais, papa, » dit Pierre, s'appuyant sur sa canne décorée de dessins de dragons, « je crois que j'ai compris ce que maman voulait dire avec les bracelets. » Comment ça ?» demanda Édouard, s'asseyant sur le banc à leur côté. Pierre leva son poignet où le bracelet en argent, maintenant ajusté à sa taille, brillait sous la lumière de la lune naissante. « Ah, quand tu tomberas, je te relèverai. Ce n'est pas seulement tomber physiquement, c'est toutes les fois où l'on tombe dans la vie, quand on est triste, ou qu'on a peur, ou quand on pense qu'on n'y arrivera pas. Car que c'est toi ne jamais être seul, compléta Paul, même quand la personne qui nous aiderait à nous relever n'est plus là comme nous le voudrions. » Édouard sentit sa poitrine se serrer d'une émotion qu'il ne pouvait nommer, quelque chose entre la fierté, la gratitude et une douce nostalgie qui ne faisait plus mal comme avant. « C'est exactement ça, » acquiesça-t-il.
et je crois que votre mère serait très fière de votre sagesse. » Léa, qui avait observé le ciel avec attention, désigna soudain une étoile particulièrement brillante. « Regardez, une étoile filante. Faites un vœu. » Pendant que les jumeaux fermèrent les yeux, concentrés sur leur désir silencieux, Édouard contempla le jardin qui avait un jour été le refuge d'Hélène. Les roses blanches brillaient sous la lumière de la lune, comme de petits phares guidant le chemin. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne ressentit pas le poids écrasant de la perte, mais la présence lumineuse de l'amour qui avait transformé sa vie, non pas une, mais 2 fois. D'abord à travers Hélène, qui, même dans la mort, avait trouvé un moyen de protéger ses fils et de révéler la vérité. Et ensuite, à travers Léa, la fillette extraordinaire qui avait apporté de la lumière à une maison plongée dans l'ombre, qui voyait au-delà du visible, et qui avait aidé 3 âmes blessées à trouver le chemin de la guérison. Le chemin à parcourir serait encore difficile. Il y aurait d'autres chirurgies, d'autres séances de physiothérapie, d'autres larmes de frustration les mauvais jours. Mais maintenant, Édouard savait qu'il ne marcherait pas seul, qu'il existait des forces plus grandes que ce que la science pouvait expliquer, des connexions plus profondes que la logique ne pouvait comprendre, et que, parfois, le plus grand trésor n'est pas caché dans des endroits secrets du jardin, mais dans les histoires que nous nous racontons, des histoires de chute et de rédemption, de perte et de rencontre, de douleurs transformées en force, des histoires qui, comme les graines plantées par Marine et Léa ce premier jour, n'avaient besoin que de temps, de soins et d'un peu de magie pour fleurir.